Bonjour et bienvenue sur ce nouvel épisode d'Economics. Nous sommes le dimanche 18 août. La saison estivale se profile doucement, mais il reste quand même une petite quinzaine de jours pour en profiter. J'espère en tout cas que vous passez un superbe été. Et nous, comme chaque dimanche et même pendant la saison estivale, on est parti pour faire un tour d'horizon de l'actualité économique à retenir cette semaine. Notez que ce podcast est soutenu par Quorum l'Épargne. Cette entreprise indépendante comprend l'importance cruciale pour chaque investisseur de bien saisir les enjeux de ses choix financiers. Pour cela, il est essentiel d'être bien accompagné et de trouver un placement adapté à son projet et à ses besoins. Depuis 2011, Quorum l'Épargne a aidé 120 000 nouveaux épargnants à investir 7 milliards d'euros dans des produits d'épargne compréhensibles et performants, tout en étant connectés à l'économie réelle. Je précise que ces placements comportent des risques spécifiques, notamment celui de la perte en capital. Je suis très heureux car nous partageons une mission commune, déjargonner et vulgariser les principes de l'économie pour rendre l'épargne accessible à tous. Ce podcast parraine ceux qui décident de rejoindre Quorum l'Épargne. Si vous êtes intéressé par leur offre et que vous répondez aux conditions du parrainage, donnez le code COSMOS, COSMOS, pour bénéficier d'une récompense de bienvenue. Allez, maintenant pour la première actualité, on reste sur le sol français pour faire le bilan économique des Jeux Olympiques de Paris 2024. Alors déjà, d'un point de vue de l'afflux touristique, le bilan est plutôt positif. Très concrètement, selon l'Office de tourisme de Paris, c'est 11,2 millions de visiteurs qui ont pris part aux activités des Jeux Olympiques avec ou sans billets. Et c'est en fait autant que le nombre de visiteurs sur la même période en 2023 est quasiment conforme aux 11,3 millions de visiteurs auxquels s'attendait l'organisme. Par ailleurs, 9,5 millions de billets ont été vendus pour les Jeux Olympiques, un record dans l'histoire des Jeux modernes. Du côté des hôtels, la réussite est aussi au rendez-vous. Après un début juillet plutôt morose, les taux d'occupation, grâce aux étrangers notamment, ont finalement atteint 84% dans Paris intramuros, ce qui représente tout simplement 10 points de plus qu'aux mêmes dates en 2023. Et pour compléter ces statistiques, la progression est encore plus importante dans les établissements de luxe, avec un taux d'occupation de 85,5%, soit une augmentation de 16,5 points par rapport aux mêmes dates l'année dernière. Et on retrouve plus globalement cette même tendance pour les locations meublées, de type Airbnb par exemple, avec plus de 400 000 voyageurs sur la période des JO, et donc un taux d'occupation qui a atteint les 62%, soit plus qu'en 2023 selon le cabinet d'analyse RD&A. Mais malheureusement dans cette affaire, on retrouve aussi des perdants, qui sont principalement les restaurateurs et commerces qui étaient éloignés des sites de compétition, mais aussi les musées et les sites touristiques comme Disneyland Paris par exemple, qui ont vu leur fréquentation s'éroder. Plus globalement, l'impact des JO sur l'économie française ne devrait pas être significatif, avec un coût estimé à 8,8 milliards d'euros pour l'organisation de ces JO. Les retombées économiques devraient être de l'ordre de 9 milliards, selon Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des entreprises, du tourisme et de la consommation. Enfin, du côté de la Banque de France, on estime que la croissance au troisième trimestre, qui englobe donc les Jeux Olympiques, devrait s'établir à plus 0,5%. Allez, maintenant pour la deuxième actualité, on reste sur le sol français, mais avec une moins bonne nouvelle, enfin en tout cas pour les propriétaires, car les prix de l'immobilier ancien vont chuter de 5 à 7% en 2024. En fait, selon Loïc Quentin, le président de la Fédération nationale de l'immobilier, plus connu sous l'acronyme la FNAIM, tous les chiffres portent à croire que la baisse des prix des logements va continuer. En fait, sur le volume des transactions immobilières, la FNAIM table entre 750 000 et 800 000 transactions en 2024, contre 869 000 en 2023 et 1 115 000 en 2022, ce qui montre indéniablement que le marché continue de s'éroder. Alors, un autre marqueur important de l'activité sont les crédits accordés, et en la matière, le constat est identique. L'activité n'est pas du tout au rendez-vous, avec 8,7 milliards d'euros de crédits accordés en juin 2024, contre une moyenne mensuelle en période dynamique de 25 milliards d'euros. Là aussi, et incontestablement, cela montre que les ménages sont plutôt attentistes dans la période actuelle. Dans ce cadre, la FNAIM constate une baisse généralisée des prix de l'immobilier. Sur un an à fin juin, la fédération constate pas moins de moins 7,7% des prix à Paris, à moins 5,3% en Île-de-France en excluant Paris intramuros, mais aussi à moins 6,1% dans les 10 plus grandes villes de province et à moins 2,8% dans les villes moyennes comme dans les communes rurales. Au total, sur l'ensemble du territoire, les prix ont reculé de moins 3,8% sur un an à fin juin, toujours selon la FNAIM. Et pour Loïc Quentin, le constat est clair, il n'y aura pas de reprise des prix tant que les volumes des transactions ne se stabilisent pas. Et enfin, toujours selon le président de la fédération, il faut que les prix baissent encore de 8 à 10% pour que les Français retrouvent le même pouvoir d'achat immobilier qu'avant 2022,
Et c'est donc d'après lui qu'à ce moment-là, le marché retrouvera son dynamisme. Pour la troisième actualité, on s'intéresse à une technique qui est utilisée par les industriels de l'agroalimentaire, la stretchflation, et qui se révèle en fait pas très honnête pour les consommateurs. Alors déjà, cette expression est la contraction de deux mots, stretch en anglais, qui signifie étirer, et de l'autre, l'inflation. Et en fait, derrière ce terme se cache une technique que des industriels de l'agroalimentaire n'hésitent donc pas à utiliser pour faire payer plus cher les consommateurs. Et très concrètement, elle consiste à augmenter le poids d'un produit tout en appliquant une forte hausse des prix en parallèle. Alors pour illustrer ce phénomène, le journaliste spécialisé en grande distribution, Olivier Dauvert, a repéré plusieurs exemples de stretchflation. En mai dernier, il avait ciblé une boîte de 4 buns de la marque McCain. Alors si elle pesait 400 grammes en étant vendue à 2,93 €, soit 7,33 € le kilo, elle est passée à 460 grammes pour 3,99 €, soit 8,67 € le kilo, ce qui représente donc tout bonnement un différentiel de prix au kilo de 1,34 €. Autre exemple, des boîtes de gâteaux apéritifs de la marque Belin, les célèbres Monaco Alimental qui devaient être sur vos tables pendant cet été, sont ainsi passées de 100 grammes à 110 grammes, donc une hausse de 10% du poids, tandis que le prix de la boîte a décollé de 1 € à 1,29 €, ce qui représente donc tout simplement une hausse de 29% du prix. Alors que le gouvernement vient de s'attaquer à la shrinkflation, qui consiste tout simplement à réduire la quantité d'un produit mais vendu au même prix, notamment en obligeant les supermarchés à informer avec des affichettes les consommateurs les produits dont la quantité diminue mais qui sont vendus à un prix identique ou plus élevé. Dorénavant, le gouvernement devra très probablement bientôt aussi s'attaquer à cette nouvelle technique de la stretchflation. Pour la quatrième actualité, on s'intéresse aux 554 milliards d'euros qui ont dormi sur les comptes courants des Français en juin 2024. Alors selon la Banque de France, ce montant colossal représente 4 milliards de plus que le mois précédent. Et le rapport de la Banque de France souligne que l'encours moyen sur les comptes courants s'élève tout simplement à 7 952 €. Et étant donné que la grande majorité des banques ne rémunèrent pas l'argent déposé sur les comptes courants, l'épargne qui est déposée est directement érodée par l'inflation. En fait, typiquement, dans le cas hypothétique où l'inflation s'établit à 5% sur un an, la valeur de cette épargne aura mécaniquement diminué de 5%, étant donné que cette épargne n'aura généré aucun rendement, alors que la hausse généralisée des prix dans l'économie aura augmenté, elle, de 5% dans un même temps. Alors plusieurs facteurs peuvent expliquer cette accumulation sur les comptes courants sans rendement. Déjà, des taux d'intérêt sur les livrets comme le livret A, le LEP, le PEL, etc. qui peuvent être perçus comme faibles par les ménages et qui ne les incitent donc pas à transférer leur épargne. Par ailleurs, le climat économique et politique anxiogène actuellement pousse certains Français à laisser leur argent à disposition sur leur compte courant. Et enfin, ceux dont les plafonds sur les livrets sont atteints et ne savent donc pas quoi faire de cet argent. Dans les chiffres, il est estimé que les comptes courants à plus de 10 000 € représentent 13% de l'ensemble des comptes courants, mais que dans un même temps, ils concentrent naturellement 83% de l'encours total, donc des 554 milliards d'euros. À l'inverse, les comptes courants qui ont un encours inférieur ou égal à 150 € représentent les 27% du total des comptes, mais seulement 0,1% de l'encours total. Pour la dernière actualité, on s'intéresse au coût de la vie étudiante qui va encore augmenter pour la prochaine année universitaire 2024-2025. Alors c'est une mauvaise nouvelle si vous êtes parent d'étudiants ou si vous êtes tout simplement étudiant vous-même, car le syndicat étudiant, l'UNEF, a annoncé une augmentation de 2,25% du coût de la vie étudiante en septembre. Plus précisément, d'après les calculs du syndicat, les dépenses augmenteront en moyenne de 482,16 € pour l'année prochaine, soit 40,18 € par mois. Et déjà l'année dernière, la hausse avait été de l'ordre de 6,47%, ce qui porte à 27,76% l'accroissement du coût de la vie étudiante depuis 2017. Alors l'UNEF explique que le niveau de vie des étudiants est affecté par la hausse des tarifs d'inscription universitaire à plus 2,93%, de la hausse du coût de l'énergie à plus 4,8%, de la hausse des loyers des résidences du Crous à plus 3,5%, mais aussi hors résidence du Crous à plus 1,08%, et enfin par une inflation modérée des prix des produits alimentaires à plus 0,82%. Les étudiants boursiers bénéficient quant à eux d'une baisse moyenne des tarifs des transports à moins 4%, tandis que leur montant se maintient pour les étudiants non boursiers
passé à plus 0,36%. Alors l'UNEF plaide pour une augmentation des montants des bourses étudiantes après que celles-ci ont augmenté entre 6,2% et 34% l'année dernière. Le syndicat pointe également du doigt le nombre insuffisant de logements en résidence Crous où sont actuellement logés moins de 6% des étudiants. Enfin, d'après l'UNEF, seuls 8,8% des logements étudiants promis par Emmanuel Macron en 2017 ont été construits alors que la construction de 60 000 logements étudiants avait été annoncée. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Merci énormément d'avoir écouté ce podcast. Si vous pouviez mettre une note à ce podcast, ça m'aide énormément à faire connaître ce podcast à de nouvelles personnes. Merci beaucoup et on se retrouve dimanche prochain pour un nouveau tour d'horizon.